l'émission Les interviews d'Anthony Un monde autrement. Aujourd'hui, je suis très heureux d'interviewer une maman qui a trois enfants qui sont atteints d'un handicap et que je vais laisser présenter. Donc, bonjour. Bonjour, écoutez, je m'appelle Jessica et j'ai trois enfants dysphasiques. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est la dysphasie pour toi? C'est un trouble sévère du langage, donc qui percute aussi bien la compréhension que l'émission. Et donc, dans le quotidien, forcément, ça amène plein de complications. Et alors, est-ce que tes enfants sont scolarisés? Parce qu'aujourd'hui, je vois actuellement, il y a un article qui est tombé hier ou aujourd'hui, où on voit qu'apparemment la France a encore beaucoup de mal à accepter les enfants handicapés dans les classes. Donc, je voulais savoir si tes trois enfants sont scolarisés et si oui, comment ça se passe? Alors oui, les trois sont scolarisés. La dysphasie, étant donné que c'est un handicap invisible, donc ça ne se voit pas du tout sur l'enfant, les instituteurs ne le voient pas si on ne leur dit pas. Donc, j'ai mes deux grands qui aujourd'hui ont la chance d'être en ULIS-TSL, donc trouble sévère du langage. Et le petit vient de faire sa première rentrée en maternelle. Il était censé avoir une AESH, mais malheureusement, à la rentrée, il n'y avait personne. D'accord. Et pour toi, tu trouves ça normal qu'il n'y avait pas la l'AESH de ton enfant? Ah bah non, j'ai la notification depuis le mois d'avril, donc non, c'est pas normal, non. C'est pas normal, on est d'accord. Alors moi, la question que je voudrais te demander, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire au gouvernement du fait qu'aujourd'hui, voilà, je tombe sur une maman où son fils n'est pas pris à l'école parce que son AESH n'est pas en place alors qu'on entend à la télé que c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui? Bah, qu'ils viennent sur le terrain et ils verront bien ce que ça donne. Hmm. Parce que c'est des gens qui ne sont pas du tout dans le quotidien de tout ça et qui ne savent pas du tout comment ça se passe. Et au niveau de la scolarité, tes enfants, il n'y a pas de souci particulier, ils n'ont pas peur d'aller à l'école ou autre chose? Bah, le petit, forcément, en première rentrée, donc très difficile, c'est dur pour lui de rester. Et malheureusement, avec des enfants dysphasiques, donc des enfants qui ne s'expriment pas, pour connaître leurs peurs, leurs angoisses par rapport à l'école et tout ça, c'est très, très compliqué. Et comment tu t'es aperçu du handicap de tes enfants? Comment tu y as vu? Bah, avec le premier, puis après, les autres, à force, on a habitué. Le premier ne parlait pas, ne développait pas le langage. Et moi, je me suis dit, oh, c'est bizarre quand même. J'en ai parlé au médecin, qui au début voulait pas trop que je m'inquiète, mais moi je lui ai dit non, non, écoutez, je vais pas attendre 30 ans que le temps passe et puis que ça n'évolue pas. Donc il m'a dirigé vers le CCAS, et après s'enchaînent beaucoup, beaucoup de rendez-vous avec des spécialistes. Au début, on n'a pas de nom pour ce qui se passe, on ne nous explique pas bien, et puis un jour, on nous sort comme ça, c'est la dysphasie. Ah oui, dysphasie, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu ça. Et combien de temps ça a mis pour que tes enfants soient déclarés, considérés handicap, hein, parce que la dysphasie est un handicap invisible. Combien de temps ça a mis? Rien que pour le premier, par exemple. Bah, Lucas, le problème, c'est que quand c'est un premier comme ça, on n'est pas informé, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, on nous a dit trouble du langage, donc on fait des séances d'orthophonie, on fait tout ça, mais on ne nous dit pas qu'on peut faire un dossier auprès de la MDPH qui nous permet bah, de considérer l'enfant comme handicapé et puis bon, d'avoir tout ce qu'il faut sous la main pour les aider. Donc, ça a été très long, je dirais que Lucas, pas avant 6 ans. D'accord, quand même. Donc, c'est-à-dire que tu t'es aperçu du handicap de Lucas, ton premier, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 100 et demi à peu près. et il a été déclaré à l'âge de 6 ans. Ah bah oui, oui. Donc, Et puis de toute façon, les diagnostics officiels ne sont pas avant 6 ans de toute façon. d'accord. Bon, bah, on voit aujourd'hui le problème. Donc, vous vous rendez compte qu'il a quelque chose qui ne va pas. Et il faut attendre 3 ans avant de pouvoir poser un diagnostic pour votre enfant. Donc oui, on voit déjà le problème. Donc d'accord pour ça. Et par la suite, comment tu envisages les choses? Parce que on voit que l'évolution de tout ça, c'est des rendez-vous, des rendez-vous. Comment tu vois la suite de Bah, ça? la suite, c'est que malheureusement, les rendez-vous orthophonistes, ce sera des rendez-vous qui vont rester en place. Enfin, moi, j'ai demandé aux orthophonistes, ils m'ont dit que ça peut arriver des périodes de coupure, mais qu'à tôt ou tard, il y aura des événements, des éléments qui feront qu'il faudra reprendre. Donc, l'orthophonie, ça va être quelque chose d'un petit peu de permanent. À l'âge adulte, j'en ai aucune idée. Pour se projeter si loin, c'est encore compliqué puisque c'est pas très très bien connu encore en France et on n'a pas encore assez de recul pour avoir des informations là-dessus.
D'accord. Donc là, maintenant, je vais passer sur une autre question. Donc, tu as vécu la période de confinement, comme Ouais. tous les Français en France. Comment tes Mm. enfants, ils ont vécu cette période de confinement avec le Covid-19, la situation sanitaire qui aujourd'hui continue, hein, on le Mm. voit, le port du masque et tout ça. Comment ils ont vécu tout ça, tes enfants? Ça a été plus dur pour le grand, puisque lui, maintenant, il a 10 ans. On est plus déjà dans la communication. Il se rend compte à l'école, les copains lui manquaient. Et l'école à la maison, c'est pas toujours facile. Je pense que pour aucun parent, ça a été facile. Quant aux deux autres, bah, Théo, lui, comme il est vraiment dans sa bulle, il s'est pas rendu compte, je pense. Et puis Adam n'allait pas encore à l'école, donc lui, ça l'a pas beaucoup changé. D'accord. Et au niveau familial, comment ça se passe? Comment ça a été vu par les membres de ta famille, aussi bien tes parents que tes beaux-parents? Le handicap, comment ils l'ont accepté, le handicap de leurs petits-enfants? Bah, au début, il s'interroge forcément. Et puis, en plus, le premier truc qui vient à l'esprit, comme on ne connaît pas tous les handicaps, direct, on nous met dans la case, oh, votre enfant va être autiste. Bon, bah, c'est pas ce qu'on a dit. Il faut déjà voir toutes les pistes avant de poser un diagnostic sans rien connaître. Mais après, quand on leur explique exactement comment ça se passe, puis même eux, au quotidien, après, en contact avec l'enfant, ils voient bien comment ça se passe, bah, au fur et à mesure aussi s'adaptent et finissent par trouver des moyens autres pour communiquer avec l'enfant. Ça n'a pas été trop difficile de leur faire accepter le handicap de leurs petits-enfants? Un peu au début, parce qu'au début, ils se disent que ça peut. Après, c'est facile de vite porter un jugement. On peut se dire, ah, tiens, ils font pas assez d'efforts pour éduquer leurs enfants ou des choses comme ça. Mais c'est jamais mal intentionné. C'est pas mal intentionné, c'est dans le sens où ils se font du souci. Mais ouais, non, ça n'a pas été spécialement dur à accepter. Après, c'est nous qui le vivons au quotidien, c'est pas les grands-parents, c'est pas la famille. D'accord. Et au niveau de justement du handicap de tes enfants, est-ce que tu as fait la rencontre d'associations par tout hasard dans le monde de la dysphasie ou dans une association atteint dans tout handicap? Bah, la tienne, le Oui, monde des associations. oui, ça, je sais. Mais au niveau dysphasie en France, au niveau des associations en France dans le monde de la dysphasie, est-ce qu'il y en a beaucoup, par exemple, déjà? Est-ce que tu t'es renseigné ou... Ah, je pense oui, dans le secteur, apparemment, il y en a quand même deux, trois. Mhm. Après, non, j'y suis jamais allée, mais il faut dire que quand on a trois enfants avec un handicap, on manque de temps. Oui. Et quand on manque de temps, faire des choses comme ça, c'est compliqué. Donc le temps est important pour toi, mais le temps que tu consacres, c'est pour tes enfants. Tu n'as pas le temps de pouvoir. Euh, D'accord. non, on ne peut pas tout faire. Et puis au niveau justement de tout ça, là aujourd'hui, imaginons, je suis le président de la République, c'est moi qui t'interroge. Je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez qui change pour les personnes handicapées en France? Bah, plus de soutien, de moyens, des reconnaissances familiales, au lieu des fois des reconnaissances cas par cas, parce que ça impacte pas que l'enfant, ça impacte sa famille, ça impacte l'entourage, ça impacte son milieu scolaire ou éventuellement de travail une fois qu'il est adulte. Donc, il faudrait aussi voir un aspect plus humain plutôt qu'un aspect de dossier, d'administratif, de chiffres, sans chercher un peu plus loin comment ça se passe. D'accord. Et au niveau de prise en charge, donc tu as fait tes dossiers MDPH, donc tu en as trois, je le précise, hein, trois enfants. C'est pas alors un, c'est déjà pas facile, mais trois, c'est très très compliqué. Moi, je voudrais te demander au niveau des dossiers, est-ce que tu arrives à comprendre quelque chose à chaque fois? Parce que toi, tu dois les refaire tous les 2 ans. Je voudrais savoir, est-ce que tu arrives à comprendre quelque chose dans les dossiers qu'on vous demande? Pas toujours, non. Puis en plus, comme il l'échange assez régulièrement, puis qu'on nous laisse un petit peu dedans. Le premier que j'ai fait pour Lucas, on m'a dit il faut faire un dossier MDPH. Ouais, d'accord. Bah, je prends le dossier, mais oula, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il faudrait des questions plus précises, je pense. Spécifier si on parle de quel type de handicap on parle pour pouvoir remplir les cases correctement. Euh, Nous aiguiller un peu pour savoir exactement ce qu'il faut mettre comme détail, parce qu'on nous demande des feuilles de frais, mais oui, mais qu'est-ce qui peut compter, ne pas compter là-dedans? Enfin, c'est très vague, donc c'est pas assez précis pour les parents, surtout quand ils débutent, pour savoir quoi mettre exactement dans le dossier. Donc toi, ce que tu aimerais, c'est que le dossier soit complètement simplifié avec des questions simples et qu'il n'y ait pas 20 ou 30 pages. On est d'accord. Ben, non, surtout qu'il y a des catégories qui se répètent, donc
comme le courrier où on fait le courrier où on fait donc le détail des frais, plus ce que ça impacte sur la famille. Et après, il faut encore remplir la partie F, aidant familial. C'est un petit peu la même chose quand même. Donc, Mm. on fait deux fois la même chose. Mm. En fait, moi, je te pose cette question parce que bon, bah, tu me connais, hein, je sais que tu sais que j'ai un enfant autiste sévère. Et le dernier dossier, je me suis permis de prendre en photo le poids du courrier. Et le courrier que j'ai envoyé pesait 1 kilo pile. Donc, 1 kilo de papier à envoyer en recommandé. C'est énorme. J'ai pris mon courage à deux mains, j'avais pris la photo et je l'ai envoyé directement au président du département pour montrer qu'aujourd'hui, plus ça va. On nous dit qu'ils veulent améliorer les choses, mais pour l'instant, Ouais. c'est pas encore le cas parce que la preuve avec toi qui me dit la même chose et j'ai eu l'interview d'un autre papa qui m'a dit exactement la même chose. Au niveau des dossiers, c'est trop long administrativement. Donc moi, je pense que l'appel va être simple si la vidéo sera vue par le département. Essayer de faire les choses plus simplement, sachant il y a quand même de l'amélioration. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a de l'amélioration dans le Oui, département. En Saône-et-Loire, par rapport à d'autres départements où les dossiers sont traités beaucoup plus rapidement qu'avant, parce qu'avant, c'était 1 an de traitement. Aujourd'hui, on est passé à 3 ou 6 mois. Ça dépend du temps qu'il y a. Mais moi, la question que je vais te demander, c'est aujourd'hui, comment tu vois l'avenir du handicap en globalité? Parce que c'est une question que je pose à toutes les personnes, tout simplement parce qu'on voit prise en charge dans les écoles. Là, aujourd'hui, il y a un article qui paraît qui dit comme quoi c'est encore trop compliqué. 86 000 élèves n'ont pas été pris à l'école. 86 000, ça ok. c'est le chiffre. Donc, sur 400 000. Donc, ça fait quand même un très beau chiffre. Ça fait presque un quart. Donc, moi, la question, voilà, c'est comment tu vois l'avenir de nos enfants? Est-ce que tu penses qu'on va les oublier parce qu'ils ont un handicap ou est-ce que tu penses que le gouvernement va se réveiller et va dire oui, on va faire les choses clairement le plus vite possible, sachant qu'on arrive à la fin du quinquennat de notre président actuel et qu'on ne sait pas comment ça va se passer l'année suivante, les 5 prochaines années. Comment tu vois tout ça? Bah, après, de savoir ce qu'ils vont faire ou ne pas faire, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas parler pour eux ni les forcer à faire les choses. Mais au vu du pourcentage d'enfants quand même qui aujourd'hui sont atteints de handicap, si on ne prend pas les choses en main, c'est quand même aussi l'avenir de tout le monde qui va être compromis parce que ces enfants, c'est ces enfants qui vont devenir adultes, qui vont aller dans le monde du travail, qui vont faire fonctionner l'économie de la France. Si on ne fait rien, il va arriver un moment où on n'aura même plus assez de gens pour travailler. Donc on est d'accord là-dessus. Pour toi, il faut qu'il y ait un réveil complet au niveau du handicap. On est d'accord? Il faut s'adapter à l'évolution humaine. Malheureusement, on est dans une période où le handicap se développe. On est, bien sûr, il y a encore des choses à faire, des avancées à faire en médecine pour avoir plus de connaissances, mais il faut aussi que les gens, les enseignants, aient accès à des formations, par exemple, pour les aider à gérer les enfants avec des handicaps, que tout le temps être là sans savoir ce qui se passe, ce qu'ont les enfants, comment les aider et se retrouver un petit peu noyés et des fois mettre l'enfant de côté puisqu'ils ne savent pas comment pouvoir s'occuper de l'enfant. En plus, avec les classes qui sont très surchargées, je ne pense pas que ça les aide, malheureusement. D'accord. Et bah déjà, je te remercie de répondre aux questions que je te pose, parce que elles sont simples. Voilà. Mais bon, voilà. Donc maintenant, je vais t'en poser une qui est encore beaucoup plus simple. Donc, tu es dans le monde de la dysphasie, donc c'est un trouble 10. Moi, je voudrais que tu puisses faire passer un message aux parents qui sont dans la même situation que toi. Qu'est-ce que tu as fait pour que tes enfants soient diagnostiqués? Vers quel spécialiste as-tu été pour que les diagnostics se fassent? Pour que tu puisses guider certains parents qui se retrouvent peut-être dans le début des diagnostics et qui sont peut-être perdus. C'est l'avantage aussi de cette émission, c'est que ça permet justement que vous, parents qui avez déjà fait les dossiers, que vous connaissez les spécialistes, aider d'autres familles qui se retrouvent dans une situation où ils sont dans les débuts des diagnostics, qui ne savent pas comment faire. Donc, moi, je voudrais que tu puisses partager ton expérience en disant quel spécialiste a été voir et tout ça. Donc, je te laisse répondre pour que tu puisses guider ces familles. Bah, dans un premier temps, déjà, ne surtout pas faire la politique de l'autruche. Il faut surtout pas rester les yeux fermés devant la difficulté de l'enfant. Il faut y aller. Donc, les spécialistes, bah, malheureusement, il y en a tellement à voir. Il y a le médecin, on commence par le médecin, après il y a le pédiatre. Le pédiatre nous envoie vers le CCAS, qui nous fait donc souvent passer par l'orthophoniste, la psychologue, la psychomotricienne.
Et à partir de là, il y a des bilans qui sont posés. Et à partir des bilans, on voit quels sont les besoins de l'enfant pour l'aider à faire de la rééducation, on appelle ça de la rééducation, pour évoluer. Eh ben, c'est super, ben, je te remercie d'avoir répondu. Donc, on va mettre un terme à l'interview. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Ben, je te dis à très bientôt. De toute façon, on se reverra bientôt. Et vous pourrez voir cette interview sur la page Facebook Les interviews d'Anthony Un monde autrement et sur le site de Chalon TV. Donc, merci Jessica et Merci, Anthony. à très bientôt. À bientôt.